Allez, bah c'est parti. Eh bien, bonjour, merci à vous de prendre sur ce temps de pause pour venir m'écouter. Donc, on va parler d'un navigateur web from scratch, ou à peu près, et un an plus tard, parce que j'ai eu l'occasion de présenter ce talk déjà l'an passé à Volcamp, et l'idée c'est de voir ce qui a évolué depuis l'année dernière. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, l'année dernière, micro-résumé. Donc, moi, c'est Pierre. Donc, je travaille sur le projet Light Panda, où on est en train de créer un navigateur à partir de zéro et qui est dédié au scrapping. Premier update, ne dites plus dédié au scrapping, mais dédié aux agents IA. C'est le même produit derrière, mais c'est plus sexy. Voilà. Donc petit résumé, donc qu'est-ce que c'est un navigateur web? Un navigateur web, c'est un programme qui aujourd'hui est fait pour des humains et donc qui contient différents éléments, une interface graphique, un moteur de rendu pour transformer votre HTML en une belle page. Avec ça, un moteur JavaScript, qui exécute le JavaScript et qui utilise des API exposé par le navigateur et puis le loader pour charger les pages, etc. Un headless browser, donc c'est un browser sans tête. Donc la différence précédemment, c'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, la différence majeure, c'est que l'interface n'est pas affichée, mais elle est quand même là derrière. C'est le même code. Et il n'y a pas d'humain en face, mais il y a une machine ou un programme informatique qui utilise une API CDP en général. Pour le cas de Chrome, c'est les Chrome DevTools Protocol. C'est par ce biais-là que votre programme va contrôler le navigateur. Et tout le reste, c'est tout pareil. Et nous, on travaille sur un navigateur vraiment headless. Donc là, l'idée, c'est que on enlève ce qui est inutile de notre point de vue dans le navigateur pour les humains. Et à ce niveau-là, c'est pas de rendu tel qu'on le voit dans un Chrome classique. Il n'y a pas d'interface utilisateur, il y a uniquement un protocole d'accès, donc c'est utilisable que par les machines, et après le reste fonctionne de la même manière. L'intérêt de faire ça, c'est d'en faire moins, et donc de rendre les choses plus légères de cette manière-là, en fait, et plus rapides. Donc Light Panda, le projet, il est là. Aujourd'hui, on s'en sert comment? Donc il y a le navigateur qui est au milieu, qui va être capable d'aller chercher des pages web, d'embarquer un moteur JavaScript, d'exposer les web API dedans, de l'exécuter, de faire fonctionner l'arbre DOM en mémoire. Et il va être contrôlé par des clients, donc Playwright, Puppeteer ou autres, qui sont des librairies classiques, au départ utilisées pour des tests, mais aussi pour du scrapping et d'autres usages, pour contrôler ce navigateur. Donc un an plus tard, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors l'entreprise a évolué, on a eu la chance, grâce à un changement, en parlant d'IA en grande partie, de pouvoir lever une pré-seed au printemps, donc on a pu avoir de l'argent. Il y a eu une troisième cofondatrice qui nous a rejoint dans l'équipe aussi. Donc avec l'argent, on a pu commencer à se payer, ce qui est plutôt cool. On a recruté d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on est 4 à travailler sur le navigateur en lui-même. Il se trouve qu'on recrute aussi. Donc si jamais vous êtes intéressé pour travailler sur ce genre de secteur avec du Zig, n'hésitez pas à consulter les offres d'emploi. Donc on va plus vite, forcément. Voilà, 3000 commits, bref. Et un des avantages en travaillant ça, c'est qu'on a amélioré la stabilité du navigateur. Donc moins de crash, ça fonctionne mieux. Voilà, ça paraît évident. En termes de noyau du navigateur, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ces derniers mois? On a mis à jour V8, ça c'est un gros taf, on était très en retard sur V8 en termes de version, donc aujourd'hui on est revenu à la dernière version de V8, ce qui est nettement mieux. On a aussi suivi les mises à jour de Zig. Zig, c'est le langage qu'on utilise pour développer le browser, c'est un langage qui est pas stabilisé, qui évolue assez vite, même si depuis un an, il tag des versions, donc déjà c'est plus facile. Mais il y a quand même beaucoup de changements d'une version à l'autre. En général, il casse la librairie standard, donc il y a pas mal de taf à ce niveau-là. Mais on essaie de suivre les upgrades, ça se passe bien. Un des gros changements qu'on a apporté, c'est qu'on a vraiment simplifié. Alors, on a étendu notre connexion à V8. Donc, il y avait des choses qu'on n'avait pas du tout il y a un an.
pouvoir retourner des arrays, c'est tout con, mais en fait on ne l'avait pas, mais maintenant ça fonctionne. Pouvoir utiliser les promises correctement, pouvoir charger les modules correctement, ça c'est des choses qu'on a étendues avec notre connexion V8. Et on a simplifié notre architecture. Avant c'était un repo séparé, maintenant on a tout mergé, c'est plus simple à gérer et c'est plus simple aussi à comprendre dans le code. Donc voilà. Et on fonctionne mieux en asynchrone, c'était pas le cas avant. Donc dans le cadre du chargement chargement HTTP en particulier, ça apporte quand même beaucoup d'améliorations. Juste à ce niveau-là, pourquoi c'est merci. À ce niveau-là, depuis cet été, on a switché notre client HTTP, qui est quand même le cœur qui fait partie du cœur des navigateurs, c'est quand même un élément hyper important. Avant, on utilisait une version homemade Zig pour l'avoir quelque chose qui était asynchrone et qui fonctionnait avec notre event loop. On a switché sur curl cet été. Très honnêtement, c'est un truc qu'on aurait peut-être sans doute dû faire plus tôt. Gros avantage de ça, c'est que maintenant, en fait, on a switché dessus pour pouvoir avoir 100% de requêtes en asynchrone et non bloquant plutôt. L'intérêt de curl, c'est de pouvoir utiliser son event loop pour faire ça. Et du coup, on bénéficie du support d'HTTP2, ce qu'on n'avait pas, d'un proxy, enfin de la possibilité d'utiliser les proxys qui sont directement intégrés, des intégrations de librairies TLS. Aujourd'hui, on utilise Embed TLS. Voilà, ça marche beaucoup mieux, c'est plus simple pour nous et tout le monde est content. C'est trop bien. Alors, on a beaucoup avancé sur le support des Web API. Bon, là, je fais une liste, c'est pour info, on ne va pas le détailler. C'est le gros enjeu de notre taf là. Donc, c'est pour que le JavaScript s'exécute correctement, on doit implémenter des API du web. La plupart sont en native, donc écrites en Zig. En particulier, on a réécrit. Au départ, on avait Fetch qui utilisait un polyfill, donc on avait écrit XHR, et par-dessus on avait un polyfill JavaScript pour l'exécuter. On a switché sur quelque chose qui est natif, donc on utilise moins de mémoire, ça fonctionne mieux. On a pu implémenter des abstractions qui nous manquaient. Un des gros polyfills qu'on utilise encore, c'est les Web Components, parce qu'il est un peu il est lourd, il est gros, donc pour l'instant les polyfills ça nous suffit. Et après tout le reste, c'est du natif. On a étendu aussi le support du Chrome DevTools Protocol, donc c'est le moyen par lequel les clients aujourd'hui contrôlent le navigateur. L'an dernier, je vous ai fait une démo avec Puppeteer, c'était dans un environnement fermé avec des messages qu'on maîtrisait. Aujourd'hui, on était bloqué à l'époque sur Playwright, on avait des soucis. Donc aujourd'hui, on a débloqué ça fonctionne sur Playwright, Puppeteer, ChromeDP. On n'a pas un support complet, donc c'est possible qu'il y ait certains appels de Playwright ou de Puppeteer qui ne fonctionnent pas encore. Mais des choses basiques, entre guillemets, ça fonctionne bien. L'an dernier, sur la démo, on faisait beaucoup de messages fake. Donc en fait, grosso modo, on comparait ce que renvoyait Chrome et il y avait beaucoup de choses qu'on renvoyait des messages en fakeant des valeurs comme on les avait vues sur Chrome sans forcément les implémenter correctement. C'est plus le cas aujourd'hui. La plupart, c'est des vrais messages qui fonctionnent correctement. Grâce à curl et autres, on peut maintenant implémenter le support des headers, des cookies, etc. Et surtout, grâce à curl, on a pu implémenter les request interception. C'est quelque chose qui est super utilisé. Donc le principe, c'est que avant d'exécuter toute requête HTTP, si vous activez, ce qui n'est pas obligatoire, mais si vous activez la fonctionnalité, le navigateur va vous envoyer un message CDP pour vous dire je vais exécuter telle requête et vous pouvez à ce moment-là l'intercepter et soit la modifier, changer un header, changer l'URL cible, soit la bloquer, enfin l'annuler plutôt, ce qui permet de la bloquer, soit la remplir. Donc si vous avez le cache de cette requête, vous pouvez directement l'injecter en fait dans la réponse et du coup la requête, on va utiliser la réponse dans le browser et pas la faire pour de vrai. Donc ça, pour du cache injection, c'est utile. Donc tout ça, ça permet en tant que client de pouvoir avoir accès à l'authentification HTTP, s'authentifier sur des proxys et configurer les proxys, c'est le cache, on en a parlé, ou bloquer des requêtes.
On a aussi implémenté des interactions UI, déplacer la souris, cliquer, taper au clavier. Ça peut paraître inutile dans un navigateur headless, mais en fait c'est nécessaire, on va voir après pourquoi. Network idle, c'est juste pour faciliter les attentes en fait quand vous chargez une page. Voilà, ça défile vite. Juste un exemple, on ne fait pas de rendering, c'est pas complètement vrai en fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, si vous utilisez un navigateur headless, que vous voulez cliquer sur ce lien par exemple, ça c'est une commande Puppeteer, mais c'est pareil dans les autres. Vous pouvez dire clique sur tel CSS sélecteur. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Votre Puppeteer en l'occurrence va d'abord rechercher votre sélecteur CSS dans l'arbre des DOM. Vous allez retrouver un ou plusieurs résultats. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que le Puppeteer va demander les coordonnées de cet élément sur la page, qui vont être envoyées par le navigateur. Et Puppeteer va déplacer la souris à telle coordonnée, puis va cliquer sur va appuyer et relâcher sur telle coordonnée pour cliquer. Et en fait, parce que aujourd'hui, ça peut paraître un peu absurde, mais en fait, aujourd'hui, c'est le seul moyen dans Chrome Headless de cliquer à un endroit. Pour taper au clavier, c'est pareil, il faut déplacer le curseur, se mettre dans l'input. Voilà, ça marche tout avec des coordonnées. Et du coup, nous, on n'en avait pas. On en a fait, du coup. Donc, on a un super moteur de rendu. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, c'est que quand vous demandez les coordonnées d'un élément du nœud, soit il est déjà dans notre liste, on a une pauvre liste. S'il n'y est pas, on le met dedans et on vous renvoie la coordonnée qui sera toujours 1 en ordonnée, et puis après on mettra les valeurs au fur et à mesure de sa position dans la liste. Donc, ce qui permet d'avoir des pseudo-coordonnées d'éléments, et donc après derrière Puppeteer va pouvoir se déplacer au milieu et puis cliquer dessus. C'est idiot, mais ça fonctionne. Par contre, c'est loin d'être parfait. Typiquement, pour l'instant, évidemment, on ne supporte pas la superposition. Donc si vous cliquez sur un élément superposé, on ne va pas propager le clic aux éléments qui sont en dessous. Pour l'instant, ça ne nous bloque pas. Peut-être que demain, ça posera problème et qu'il faudra trouver une autre solution. Une démo. Il reste 2 minutes 40, je suis large. 2 même en l'occurrence. Là, par contre, là, une petite démo. Ah oui, voilà. L'idée, c'était de vous montrer... donc ça, l'idée, c'est de faire ça. Donc d'aller sur DuckDuckGo, de taper Light Panda. Voilà. Et de récupérer les infos. Donc l'idée, ça serait de faire ça avec notre navigateur. Donc ici, sur la gauche, j'ai un script Puppeteer qui se connecte à DuckDuckGo d'abord, qui attend que les requêtes d'arrière-plan soient terminées. Puis il va taper dans la search box Light Panda et il va taper sur entrée, et ensuite il va attendre pareil que la requête soit lancée et récupérer tous les liens de résultats. Donc attention, donc en haut à droite j'ai le navigateur qui tourne, en bas à droite je lance le script. Voilà, donc là il se connecte, il charge, voilà, il va taper Light Panda, c'est super visible, super graphique. Et donc il a ressorti voilà, les résultats. Donc si on regarde, ouais, on a le GitHub en deuxième, et après on a un truc dev2. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Non, il y a run proxy, ok, bon, je sais pas exactement le même résultat. Bref. Mais ça marche. Donc si, en fait, et si vous... je l'ai montré sur DuckDuckGo parce que ça fonctionne pas si vous exécutez pas JavaScript. Si vous faites ça avec curl, ça fonctionnera pas. Ou en tout cas, ça fonctionnera pas de cette manière-là. Il y a un trick sur DuckDuckGo, vous pouvez les avoir quand même, mais c'est moins évident. Un autre exemple, rapidement. Donc là, c'était pour montrer les request interception, pardon. Donc là, le principe, c'est qu'on s'enregistre, donc on les active. On enregistre un callback sur les requests. Donc ça, c'est du Puppeteer, hein, c'est plus haut niveau. Et donc cette fonction va être rappelée avant chaque requête qui va être lancée. Et là, ce que je fais, c'est un adblocker. Donc si jamais c'est Google Analytics qui est appelé, j'annule. Et sinon, je laisse continuer la requête. Et là, je fais ça avec la page, c'est la Search Hacker News de Algolia. Donc si je lance ça, tac, tac, tac. Voilà, donc on voit qu'il y a des requêtes,
Algolia qui passe, et normalement voilà, on voit ici Google Analytics qui a été détecté et qui a été bloqué. Je remonte pas dans les logs parce que j'ai pas le temps. Mes slides. Voilà, ça je saute, j'ai pas le temps. Si vous voulez nous aider, merci pour votre attention. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à consulter notre repo, mais surtout, essayez-le. On supporte beaucoup plus de choses qu'avant. Évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y en a qui fonctionnent. Donc l'intérêt, c'est essayez-le. Nous, on est intéressés par vos retours. Dites-nous quand ça marche, dites-nous surtout quand ça ne marche pas. J'essaierai de vous aider si c'est possible. Et voilà, envoyez-nous notre feedback. Merci pour votre attention.